Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Thérèse Raquin d'Émile Zola. Nous en étions au chapitre 11 et je vais donc poursuivre cette lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Quand ils arrivèrent à Saint-Ouen, ils se hâtèrent de chercher un bouquet d'arbres, un tapis d'herbe verte étalé à l'ombre. Ils passèrent dans une île et s'enfoncèrent dans un taillis. Les feuilles tombées faisaient à terre une couche rougeâtre qui craquait sous les pieds avec des frémissements secs. Les troncs se dressaient, droits, innombrables comme des faisceaux de colonnettes gothiques. Les branches descendaient jusque sur le front des promeneurs, qui avaient ainsi pour tout horizon la voûte cuivrée des feuillages mourants et les fûts blancs et noirs des trembles et des chênes. Ils étaient au désert, dans un trou mélancolique, dans une étroite clairière silencieuse et fraîche. Tout autour d'eux, ils entendaient la Seine gronder. Camille avait choisi une place sèche et s'était assis en relevant les pans de sa redingote. Thérèse, avec un grand bruit de jupe froissée, venait de se jeter sur les feuilles. Elle disparaissait à moitié au milieu des plis de sa robe qui se relevaient autour d'elle, en découvrant une de ses jambes jusqu'aux genoux. Laurent, couché à plat ventre, le menton dans la terre, regardait cette jambe et écoutait son ami qui se fâchait contre le gouvernement, en déclarant qu'on devrait changer tous les îlots de la Seine en jardins anglais, avec des bancs, des allées sablées, des arbres taillés comme aux Tuileries. Ils restèrent près de 3 heures dans la clairière, attendant que le soleil fût moins chaud, pour courir la campagne avant le dîner. Camille parla de son bureau, il conta des histoires niaises, puis fatigué, il se laissa aller à la renverse et s'endormit. Il avait posé son chapeau sur ses yeux. Depuis longtemps, Thérèse, les paupières closes, feignait de sommeiller. Alors, Laurent se coula doucement vers la jeune femme. Il avança les lèvres et baisa sa bottine et sa cheville. Ce cuir, ce bas blanc, qu'il baisait lui brûlait la bouche. Les senteurs âpres de la terre, les parfums légers de Thérèse se mêlaient et le pénétraient, en allumant son sang, en irritant ses nerfs. Depuis 1 mois, il vivait dans une chasteté pleine de colère. La marche au soleil, sur la chaussée de Saint-Ouen, avait mis des flammes en lui. Maintenant, il était là, au fond d'une retraite ignorée au milieu de la grande volupté de l'ombre et du silence, et il ne pouvait presser contre sa poitrine cette femme qui lui appartenait. Le mari allait peut-être s'éveiller, le voir, déjouer ses calculs de prudence. Toujours, cet homme était un obstacle. Et l'amant, aplati sur le sol, se cachant derrière les jupes, frémissant et irrité, collait des baisers silencieux sur la bottine et sur le bas blanc. Thérèse, comme morte, ne faisait pas un mouvement. Laurent crut qu'elle dormait. Il se leva, le dos brisé, et s'appuya contre un arbre. Alors il vit la jeune femme qui regardait en l'air avec des grands yeux ouverts et luisants. Sa face, posée entre ses bras relevés, avait une pâleur mate, une rigidité froide. Thérèse songeait. Ses yeux fixes semblaient un abîme sombre, où l'on ne voyait que de la nuit. Elle ne bougea pas, elle ne tourna pas ses regards vers Laurent, debout derrière elle. Son amant la contempla, presque effrayé de la voir si immobile et si muette sous ses caresses. Cette tête blanche et morte, noyée dans les plis des jupons, lui donna une sorte d'effroi plein de désirs cuisants. Il aurait voulu se pencher et fermer d'un baiser ses grands yeux ouverts, mais presque dans les jupons dormait aussi Camille, le pauvre être, le corps déjeté, montrant sa maigreur, ronflait légèrement, sous le chapeau qui lui couvrait à demi la figure. On apercevait sa bouche ouverte, tordue par le sommeil, faisant une grimace bête, de petits poils roussâtres, clairsemés sur son menton grêle, salissaient sa chair blafarde, et comme il avait la tête renversée en arrière, on voyait son cou maigre ridé,
au milieu duquel le nœud de la gorge, saillant et d'un rouge brique, remontait à chaque ronflement. Camille, ainsi vautré, était exaspérant et ignoble. Laurent, qui la regardait, leva le talon. D'un mouvement brusque. Il allait d'un coup lui écraser la face. Thérèse retint un cri. Elle pâlit et ferma les yeux. Elle tourna la tête comme pour éviter les éclaboussures du sang. Et Laurent, pendant quelques secondes, resta le talon en l'air, au-dessus du visage de Camille endormie. Puis, lentement, il replia la jambe. Il s'éloigna de quelques pas. Il s'était dit que ce serait là un assassinat d'imbécile. Cette tête broyée lui aurait mis toute la police sur les bras. Il voulait se débarrasser de Camille uniquement pour épouser Thérèse. Il entendait vivre au soleil après le crime, comme le meurtrier du roulier dont le vieux Michaud avait conté l'histoire. Il alla jusqu'au bord de l'eau, regarda couler la rivière d'un air stupide. Puis brusquement, il rentra dans le taillis. Il venait enfin d'arrêter un plan, d'inventer un meurtre commode et sans danger pour lui. Alors il éveilla le dormeur en lui chatouillant le nez, avec une paille. Camille éternua, se leva, trouva la plaisanterie excellente. Il aimait Laurent pour ses farces qui le faisaient rire. Puis il secoua sa femme, qui tenait les yeux fermés. Lorsque Thérèse se fut dressée et qu'elle eut secoué ses jupes, fripées et couvertes de feuilles sèches, les trois promeneurs quittèrent la clairière en cassant les petites branches devant eux. Ils sortirent de l'île, ils s'en allèrent par les routes, par les sentiers pleins de groupes endimanchés. Entre les haies couraient des filles en robe claire. Une équipe de canotiers passait en chantant. Des files de couples bourgeois, de vieilles gens, de commis avec leurs épouses, marchaient à petits pas, au bord des fossés. Chaque chemin semblait une rue populeuse et bruyante. Le soleil seul gardait sa tranquillité rage. Il baissait vers l'horizon et jetait sur les arbres rougis, sur les routes blanches, d'immenses nappes de clarté pâle. Du ciel, frissonnant, commençait à tomber une fraîcheur pénétrante. Camille ne donnait plus le bras à Thérèse. Il causait avec Laurent, riait des plaisanteries et des tours de force de son ami, qui sautait les fossés et soulevait de grosses pierres. La jeune femme de l'autre côté de la route s'avançait, la tête penchée, se courbant parfois pour arracher une herbe. Quand elle était restée en arrière, elle s'arrêtait et regardait de loin son amant et son mari. « Eh, tu n'as pas faim ?» finit par lui crier Camille. « Si, » répondit-elle. « Alors en route. » Thérèse n'avait pas faim. Seulement elle était lasse et inquiète. Elle ignorait les projets de Laurent, ses jambes tremblaient sous elle d'anxiété. Les trois promeneurs revinrent au bord de l'eau et cherchèrent un restaurant. Ils s'attablèrent sur une sorte de terrasse en planches, dans une gargote puant la graisse et le vin. La maison était pleine de cris, de chansons, de bruits de vaisselle. Dans chaque cabinet, dans chaque salon, il y avait des sociétés qui parlaient haut, et les minces cloisons donnaient une sonorité vibrante à tout ce tapage. Les garçons, en montant, faisaient trembler l'escalier. En haut, sur la terrasse, les souffles de la rivière chassaient les odeurs de graillons. Thérèse, appuyée contre la balustrade, regardait sur le quai. À droite et à gauche s'étendaient 2 files de guinguettes et de baraques de foire. Sous les tonnelles, entre les feuilles rares et jaunes, on apercevait la blancheur des nappes, des taches noires des paletots, des jupes éclatantes des femmes. Les gens allaient et venaient, nu-tête, courant et riant. Et au bruit criard de la foule se mêlaient les chansons lamentables des orgues de barbarie. Une odeur de friture et de poussière traînait dans l'air calme. Au-dessous de Thérèse, des filles, du quartier latin, sur un tapis de gazon usé. Elles tournaient en chantant une ronde enfantine. Le chapeau tombé sur les épaules, les cheveux dénoués, elles se tenaient par la main, jouant comme des petites filles. Elles retrouvaient un filet de voix fraîche, et leur visage pâle, que des caresses brutales avaient martelé, se colorait tendrement de rougeur de vierge. Dans leurs grands yeux impurs passaient des humidités attendries. Des étudiants, fumant des pipes de terre blanche,
les regardaient tourner en l'air, jetant des plaisanteries grasses. Et au-delà, sur la Seine, sur les coteaux, descendait la sérénité du soir. Un air bleuâtre et vague qui noyait les arbres dans une vapeur transparente. « Eh bien !» cria Laurent en se penchant sur la rampe de l'escalier. « Garçon, est-ce dîner ?» Puis, comme se ravisant, « Dis donc, Camille, ajouta-t-il, si nous allions faire une promenade sur l'eau, avant de nous mettre à table, on aurait le temps de faire rôtir notre poulet. Nous allons nous ennuyer pendant 1 heure à attendre. »« Comme tu voudras, » répondit nonchalamment Camille. « Mais Thérèse a faim. »« Non, non, je puis attendre, » se hâta de dire la jeune femme, que Laurent regardait avec des yeux fixes. Ils redescendirent tous trois. En passant devant le comptoir, ils retinrent une table et ils arrêtèrent un menu, disant qu'ils seraient de retour dans 1 heure. Comme le cabaretier louait des canots, ils le prièrent de venir en détacher un. Laurent choisit une mince barque dont la légèreté effraya Camille. « Diable, dit-il, il ne va pas falloir remuer là-dedans. On fera un fameux plongeon. » La vérité était que le commis avait une peur horrible de l'eau. À Vernon, son état maladif ne lui permettait pas, lorsqu'il était enfant, d'aller barboter dans la Seine, tandis que ses camarades d'école couraient se jeter en pleine rivière et se couchaient entre 2 couvertures chaudes. Laurent était devenu un nageur intrépide, un rameur infatigable. Camille avait gardé cette épouvante que les enfants et les femmes ont pour les eaux profondes. Il tâta du pied le bout du canot, comme pour s'assurer de sa solidité. « Allons, entre donc, lui cria Laurent en riant. Tu trembles toujours. » Camille enjamba le bord et alla, en chancelant, s'asseoir à l'arrière. Quand il sentit les planches sous lui, il prit ses aises. Il plaisanta pour faire acte de courage. Thérèse était demeurée sur la rive, grave et immobile, à côté de son amant qui tenait l'amarre. Il se baissa, et rapidement, à voix basse, « Prends garde, murmura-t-il. Je vais le jeter à l'eau. Obéis-moi, je réponds de tout. » La jeune femme devint horriblement pâle. Elle resta comme clouée au sol. Elle se roidissait, les yeux agrandis. « Entre donc dans la barque, » murmura encore Laurent. Elle ne bougea pas. Une lutte terrible se passait en elle. Elle tendait sa volonté de toutes ses forces, car elle avait peur d'éclater en sanglots et de tomber à terre. « Ah !» cria Camille. « Laurent, regarde donc Thérèse, c'est elle qui a peur. Elle entrera pas. » Il s'était étalé sur le banc de l'arrière, les 2 coudes contre les bords du canot, et se dandinait avec fanfaronnade. Thérèse lui jeta un regard étrange. Les ricanements de ce pauvre homme furent comme un coup de fouet qui la cingla et la poussa. Brusquement, elle sauta dans la barque. Elle resta à l'avant. Laurent prit les rames. Le canot quitta la rive, se dirigeant vers les îles avec lenteur. Le crépuscule venait, de grandes ombres tombaient des arbres, et les eaux étaient noires sur les bords. Au milieu de la rivière, il y avait de larges traînées d'argent pâle. La barque fut bientôt en pleine Seine. Là, tous les bruits des quais s'adoucissaient. Les chants, les cris arrivaient, vagues et mélancoliques, avec des langueurs tristes. On ne sentait plus l'odeur de friture et de poussière. Des fraîcheurs traînaient. Il faisait froid. Laurent cessa de ramer et laissa descendre le canot au fil du courant. En face se dressait le grand massif rougeâtre des îles. Les 2 rives, d'un brun sombre taché de gris, étaient comme 2 larges bandes qui allaient se rejoindre à l'horizon. L'eau et le ciel semblaient coupés dans la même étoffe blanchâtre. Rien n'est plus douloureusement calme qu'un crépuscule d'automne. Les rayons pâlissent dans l'air frissonnant. Les arbres vieillis jettent leurs feuilles. La campagne, brûlée par les rayons ardents de l'été, sent la mort venir avec les premiers vents froids. Et il y a dans les cieux des souffles plaintifs de désespérance. La nuit descend de haut, apportant des linceuls dans son ombre. Les promeneurs se taisaient, assis au fond de la barque qui coulait avec l'eau. Ils regardaient les dernières lueurs quitter les hautes branches. Ils approchaient des îles. Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres. Tout le paysage se simplifiait dans le crépuscule. La Seine, le ciel, les îles, les coteaux
n'étaient plus que des taches brunes et grises qui s'effaçaient au milieu d'un brouillard laiteux. Camille, qui avait fini par se coucher à plat ventre, la tête au-dessus de l'eau, trempa ses mains dans la rivière. « Fichtre que c'est froid !» s'écria-t-elle. « Il ne ferait pas bon de piquer une tête dans ce bouillon-là ?» Laurent ne répondit pas. Depuis un instant, il regardait les deux rives avec inquiétude. Il avançait ses grosses mains sur ses genoux, en serrant les lèvres. Thérèse, roide, immobile, la tête un peu renversée, attendait. La barque allait s'engager dans un petit bras, sombre et étroit, s'enfonçant entre deux îles. On entendait derrière l'une des îles les chants adoucis d'une équipe de canotiers qui devait remonter la Seine. Au loin, en amont, la rivière était libre. Alors Laurent se leva et prit Camille à bras-le-corps. Le commis éclata de rire. « Ah non, tu ne me chatouilles !» dit-il. « Pas de ces plaisanteries-là, voyons, fini, tu vas me faire tomber. » Laurent serra plus fort, donna une secousse. Camille se tourna et vit la figure effrayante de son ami, toute convulsionnée. Il ne comprit pas. Une épouvante vague le saisit. Il voulut crier et sentit une main rude qu'il serrait à la gorge. Avec l'instinct d'une bête qui se défend, il se dressa sur les genoux, se cramponnant au bord de la barque. Il lutta ainsi pendant quelques secondes. « Thérèse, Thérèse !» appela-t-il d'une voix étouffée et sifflante. La jeune femme regardait, se tenant les deux mains à un banc du canot qui craquait et dansait sur la rivière. Elle ne pouvait fermer les yeux. Une effrayante contraction les tenait grands ouverts, fixés sur le spectacle horrible de la lutte. Elle était rigide, muette. « Thérèse, Thérèse !» appela de nouveau le malheureux qui râlait. À ce dernier appel, Thérèse éclata en sanglots. Ses nerfs se détendaient. La crise qu'elle redoutait la jeta, toute frémissante, au fond de la barque. Elle y resta pliée, pâmée, morte. Laurent secouait toujours Camille, en le serrant d'une main à la gorge. Il finit par l'arracher de la barque, à l'aide de son autre main. Il le tenait en l'air, ainsi qu'un enfant, au bout de ses bras vigoureux. Comme il penchait la tête, découvrant le cou, sa victime, folle de rage et d'épouvante, se tordit, avança les dents et les enfonça dans son cou. Et lorsque le meurtrier, retenant un cri de souffrance, lança brusquement le commis à la rivière, les dents de celui-ci lui emportèrent un morceau de chair. Camille tomba, en poussant un hurlement. Il revint 2 ou 3 fois sur l'eau, jetant des cris de plus en plus sourds. Laurent ne perdit pas une seconde. Il releva le collet de son paletot pour cacher sa blessure. Puis il saisit entre ses bras Thérèse, évanouie, fit chavirer le canot d'un coup de pied et se laissa tomber dans la Seine en tenant sa maîtresse. Il la soutint sur l'eau, appelant au secours d'une voix lamentable. Les canotiers, dont il avait entendu les chants derrière la pointe de l'île, arrivaient à grands coups de rame. Ils comprirent qu'un malheur venait d'avoir lieu. Ils opérèrent le sauvetage de Thérèse, qu'ils couchèrent sur un banc, et de Laurent, qui se mit à se désespérer de la mort de son ami. Il se jeta à l'eau, il chercha Camille dans les endroits où il ne pouvait être. Il revint en pleurant, en se tordant les bras, en s'arrachant les cheveux. Les canotiers tentaient de le calmer, de le consoler. « C'est ma faute » criait-il. « Je n'aurais pas dû laisser ce pauvre garçon danser et remuer comme il le faisait. À un moment, nous nous sommes trouvés tous les 3 du même côté de la barque et nous avons chaviré. En tombant, il m'a crié de sauver sa femme. » Il y eut parmi les canotiers, comme cela arrive toujours, 2 ou 3 jeunes gens qui voulurent avoir été témoins de l'accident. « Nous vous avons bien vu, disait-il. Aussi, que diable, une barque, ce n'est pas aussi solide qu'un parquet. Ah, la pauvre petite femme, elle va avoir un beau réveil. » Ils reprirent leur rame. Ils remorquèrent le canot et conduisirent Thérèse et Laurent au restaurant, où le dîner était prêt. Tout Saint-Ouen suit l'accident en quelques minutes. Les canotiers le racontaient comme des témoins oculaires. Une foule apitoyée stationnait devant le cabaret. Le gargotier et sa femme étaient de bonnes gens qui mirent leur garde-robe au service des naufragés
Lorsque Thérèse sortit de son évanouissement, elle eut une crise de nerfs. Elle éclata en sanglots déchirants. Il fallut la mettre au lit. La nature aidait à la sinistre comédie qui venait de se jouer. Quand la jeune femme fut plus calme, Laurent la confia aux soins des maîtres du restaurant. Il voulut retourner seul à Paris pour apprendre l'affreuse nouvelle à Madame Raquin, avec tous les ménagements possibles. La vérité était qu'il craignait l'exaltation nerveuse de Thérèse. Il préférait lui laisser le temps de réfléchir et d'apprendre son rôle. Ce furent les canotiers qui mangèrent le dîner de Camille. Chapitre 12. Laurent, dans le coin sombre de la voiture publique qu'il ramena à Paris, acheva de mûrir son plan. Il était presque certain de l'impunité, une joie lourde et anxieuse. La joie du crime accompli l'emplissait. Arrivé à la barrière de Clichy, il prit un fiacre. Il se fit conduire chez le vieux Michaud, rue de Seine. Il était 9 heures du soir. Il trouva l'ancien commissaire de police à table, en compagnie d'Olivier et de Suzanne. Il venait là pour chercher une protection, dans le cas où il serait soupçonné pour s'éviter d'aller annoncer lui-même l'affreuse nouvelle à Madame Raquin. Cette démarche lui répugnait étrangement. Il s'attendait à un tel désespoir qu'il craignait de ne pas jouer son rôle avec assez de larmes. Puis la douleur de cette mère lui était pesante, bien qu'il s'en souciât médiocrement, au fond. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.